Alors, bonsoir Fabrice, bonsoir Ferit, bonsoir Nico, bonsoir Enrique, bonsoir Alain, bonsoir Jean-Bernard, bonsoir Pierre. Merci pour votre présence. J'espère que tout le monde m'entend bien, mais je pense que c'est bon là. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que m'a fait, je sais pas du tout ce que m'a fait YouTube. C'est les mystères de cette plateforme. Voilà, j'espère que vous allez bien. On a pas mal de choses à voir ensemble. J'ai pas mal de choses à vous dire. Alors, donc, pour vous résumer, j'ai reçu, on est quel jour? Mardi, c'était hier en fait. J'ai reçu donc un colis assez volumineux, de la part de Quancheng, et j'ai donc reçu de mémoire, je crois 3 ou 4 UVK5 V3 et ouais, j'en ai reçu 4 et j'ai reçu 3 UVK1. Donc bien évidemment, vous l'avez vu un peu sur le groupe Facebook UVK5 France, j'ai donc publié quelques photos, donc notamment, du démontage de l'UVK5 V3 et comme je vous l'avais annoncé, vous avez peut-être vu passer l'info sur le groupe UVK5 France. Si vous n'êtes pas abonné, je vous encourage à vous abonner. Vous avez en plus la chance dans le live d'avoir Jean-Bernard F5SVP et Alain Chouary, qui sont les 2 administrateurs de ce groupe Facebook francophone, dédié au K5. Et donc, comme je le laissais entendre dans mes précédentes vidéos, l'UVK5 V3 est équipé donc du microcontrôleur PY32F071, ce qui change beaucoup de choses. Donc vous avez vu de plus en plus, on le voit aussi, alors beaucoup plus d'ailleurs sur les groupes anglo-saxons, mais il y a énormément de personnes qui ont récupéré visiblement des UVK5 V2, donc avec le PY32F030, qui n'est donc bien évidemment pas compatible avec les firmware alternatifs, le F071 non plus en l'état, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que le F030, en gros, n'apportait pas d'évolution particulière par rapport au DP32G030 qu'on connaît depuis 2 ans. Il y a toujours 64 kg de mémoire flash, il y a 8 kg de SRAM, il y a 48 MHz en cadencement d'horloge. C'est pas un gap. Mais comme je l'avais laissé entendre, et Quancheng me l'a confirmé à nouveau à plusieurs reprises et avec insistance, les UVK5 V2 avec le PY32F030, il n'y en a eu qu'une petite poignée qui ont été fabriquées. Alors comme d'habitude, je vous l'avais déjà dit aussi, qu'est-ce que ça veut dire une petite poignée pour Quancheng? Je n'en sais rien. C'est probablement quand même peut-être quelques milliers d'exemplaires. Donc il y a des personnes qui ont récupéré ce modèle-là et voilà. Est-ce que c'est intéressant de récupérer ce modèle? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut vraiment attendre la version 3. Alors la version 3, donc, elle est ici. Vous voyez, c'est exactement la même. D'ailleurs, il ne faut pas que je me plante. Là, ici, vous avez une version 1. Là, vous avez une version 3. Extérieurement, il n'y a absolument rien qui vous indique que c'est une version 3. En l'occurrence, ici, je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Voilà, quand je oriente un peu la caméra, vous voyez, il y a V3 qui est indiqué ici en sérigraphie. Extérieurement, ça ressemble complètement à un UVK5 standard qu'on connaît, hein. C'est les mêmes batteries, ça change absolument pas. Mais donc ce modèle-là est équipé donc du PY32F071. Si je l'allume, alors je ne peux pas régler la luminosité. Je pense que, voilà, comme ça, vous verrez un peu mieux. Ça pique, hein, on est sur le firmware d'usine, hein, donc de base. Donc là, il parle voilà, en anglais. On ne peut pas régler la luminosité, je suis désolé. On peut pas. En plus, l'écran reste allumé 5 secondes. C'est le firmware d'usine. Voilà.
Ce que je peux vous donner comme info, c'est que quand on va sur le menu, il y a un menu 53 version, version du firmware, c'est la 7.00.11. Voilà. Donc ça, c'est l'UVK5 V3 avec donc le fameux PY32 F071. Donc, ce qui change avec ce microcontrôleur, je l'avais déjà expliqué, vous doublez l'espace mémoire en mémoire flash. Hein, vous passez donc de 64 kg à 128. Vous doublez également la SRAM qui passe de 8 kg à 16 et l'horloge est cadencée à 72 MHz au lieu de 48. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais un gros game changer, c'est-à-dire que ça change beaucoup de choses, puisque ça veut dire techniquement qu'on aura la possibilité d'avoir des firmware 2 fois plus volumineux. Pour vous donner une petite idée, je pense que si jamais je regroupais toutes les fonctionnalités de mon firmware, donc que je mettais Bandscope, Broadcast, les fonctionnalités RescueOps, et même le game, enfin le casse-brique, etc., je vais peut-être bouffer quoi? 75, peut-être 80 kilos sur 128. Donc ça laisse vraiment de la marge pour faire beaucoup plus. Je vous montre maintenant le K1. Donc le K1, il est là. Voilà. Donc je vous mets le K5 à côté. Vous voyez le K1, c'est difficile de synchroniser. Vous voyez, le K1 est beaucoup plus petit. Alors, moi, je le trouve personnellement super réussi. Alors, j'ai pas des mains d'étrangleur. Voilà, donc je pense que dans des mains de personnes qui ont des battes de baseball à la place des doigts et compagnie, il va sembler tout petit. Dans les faits, il est quand même assez épais. Enfin, au niveau de l'épaisseur, c'est comme avant, voire un tout petit peu plus épais, d'ailleurs, vous voyez? Voilà, il est là ici, c'est le K1, voilà, et là, c'est le K5. Bon, donc c'est difficile de faire le raccord comme ça. Mais il est assez mastoc, en fait, mais plus petit. Alors curieusement, il a l'air d'être plus léger aussi, mais c'est pas ce qu'on ressent en l'ayant dans les mains. Alors je ne sais pas si les specs annoncés sont véritablement. J'ai pas eu le réflexe de tester sur une balance, hein. Mais je crois que le K5 est annoncé à 230 ou 235 grammes. Et celui-là, le K1 est annoncé à 190. Je suis un peu étonné parce que quand on les a dans les mains, voilà. Je pense que d'ailleurs, si Jean-Bernard, tu fais un jour une review du K1, parce que je sais que tu vas les recevoir aussi, si à l'occasion, tu as une balance pour contrôler la masse, voilà, moi je trouve qu'il est quand même assez lourd, mais c'est peut-être un effet parce qu'il est aussi plus petit, je ne sais pas. Donc ça, c'est la première version donc, du K1 dans sa configuration batterie 1600 mAh. Donc attention, les batteries ne sont pas compatibles avec le K5, hein. Ce n'est pas le même système. Donc vous avez donc un bouton push en haut et puis vous retirez donc la batterie. Voilà. Donc à l'arrière, c'est comme ça également. Vous voyez également que c'est une V3 donc à base de PYF071. Et comme d'habitude, la signalétique avec les plages de fréquences, etc. Donc on retrouve en fait un système également d'alimentation de la batterie qui rappelle celui du TK11. De toute façon, extérieurement, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais ça ressemble aussi pas mal au TK11 au niveau visuel, hein. Voilà, donc ça c'est quand j'ai enlevé la batterie, et vous avez donc également le système avec la batterie donc 2500 mAh, voilà, et qui se clip sur le même type de poste, hein. Donc si je viens là, hop, je referme, voilà,
Et là, à ce moment-là, vous avez donc l'excès de batterie qui complète le bas du poste. Bon, perso, je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. Alors là, du coup, inversement, vous allez avoir un K1 qui va être plus grand en taille que, je ne sais pas si on voit bien, que le K5. Voilà, et c'est normal parce que vous avez bouffé de l'espace batterie, hop, je me suis trompé, vous avez bouffé de l'espace batterie vers le bas. Voilà. Donc, vous aurez le choix. Alors bien sûr, vous choisissez à l'achat, hein, si vous voulez, batterie haute capacité ou standard. C'est à vous de voir, en fonction de vos usages. Bon, mais sinon, le poste en lui-même reste le même. Alors, je vous en avais parlé aussi, en vidéo. Quand vous êtes sur la batterie haute capacité, vous avez la recharge USB-C qui est intégrée à la batterie, au cul de la batterie. Voilà, avec le témoin de charge qui est ici. Par contre, sur la batterie standard, vous n'avez pas ça. Sur la batterie standard, c'est voilà, vous utilisez du coup votre socle de charge traditionnel, hein. Donc à vous de voir en fonction de la configuration. Tout à fait, Alain. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ça? Bon, moi, je trouve ce système plutôt pas mal, hein. Franchement, en fonction des usages, on prend une batterie haute capacité ou basse capacité en fonction de ses attentes. Je trouve ça plutôt bien trouvé, plutôt pas mal. L'antenne. Alors, l'antenne que moi j'avais dans le packaging qu'on m'a envoyé, c'est celle-ci. Voilà, une antenne courte qui rappelle un peu. Alors moi, je sais que j'utilise beaucoup, quand je développe, j'utilise beaucoup ce modèle d'antenne sur les UVK5, qui a en plus l'avantage d'être flexible. Bon, en termes de performance et d'efficacité, c'est assez nul, hein, mais pour communiquer via un hotspot ou faire des tests, moi, ça me suffit. Quand ça traîne sur le bureau, je préfère avoir ça plutôt qu'avoir une antenne qui fait 2 mètres de long au bout du poste, pour des raisons évidentes. Puis là, la flexibilité est intéressante. Le modèle d'antenne qui est vendu avec l'UVK1 est par contre rigide. Voilà. Donc c'est une antenne UHF, VHF, que vous empresserez probablement de changer si vous voulez avoir de l'efficacité. Alors tout à fait, oui, bah oui, le TK11, bien sûr, il a la prise de recharge sur la batterie, hein, derrière. Mais sur les UVK5, il n'y avait pas ça, sauf si on prenait les batteries 3500. Mais là, je trouve ça très bien sur les hautes capacités en standard fournies par Quansheng d'avoir ce système-là. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui. Alors, je le précise tout de même, hein, les modèles que j'ai, c'est ce qu'on appelle donc des modèles de pré-série. Donc, il y a des choses que je vous présente. Peut-être que sur la version finale qui vous sera vendue, il y aura peut-être des micro-différences. C'est possible. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que sur le côté, bien sûr, vous retrouvez votre prise double jack, là, Kenwood Baofeng, là. Vous avez l'USB-C qui est ici. Et puis, bien sûr, bouton PTT, très agréable, bouton PTT, et puis F1, F2. Bon. Ce que j'ai remarqué, c'est que le bouton USB-C qui est ici, eh ben, je pense que sur l'UVK1 et le K5V3, je pense que c'est également un câble qui pourra servir pour la programmation. Et ça serait plutôt une bonne évolution. C'est-à-dire qu'on ne serait plus forcément obligé de passer par le câble double jack. On pourrait passer par un câble USB-C, ce qui peut simplifier pas mal de choses, parce que si vous êtes en déplacement quelque part et que vous avez oublié un câble qui est quand même assez spécifique, hein, un câble double jack, je pense qu'avec un câble USB-C, ça devrait marcher.
Et ça, moi, je trouve que c'est plutôt bien pensé. Alors j'ai pas pu le vérifier, mais au travers de l'analyse que j'ai faite, un peu des de «l'électronique» entre guillemets, ce n'est pas juste un port USB-C de charge et encore, on vous l'a souvent répété, c'est indiqué dans la doc, c'est plutôt de la charge d'urgence. Bon, donc je trouve ça plutôt pas mal. Hem, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors petit point d'attention également, sur le clavier. Moi perso, le clavier comme ça, je le trouve mais génial. Heu, je suis pas fan, j'en parlais avec un autre développeur cet après-midi. Je suis pas fan du clavier du TK11. Tout de suite, je l'ai détesté. Les touches sont toutes petites et puis, le déport ici de ces touches ici, je trouve que ça fait, je sais pas, ça fait brouillon, ça fait ni fait ni à faire. Je déteste le clavier du TK11 qui, pour moi, est une aberration. Là, c'est tip top. Franchement, c'est globalement exactement le même ordonnancement que sur l'UVK5, mais avec des touches qui sont bien plus généreuses. Et puis effectivement, bah, les touches menu flèche haut, flèche droite et gauche et exit, donc qui deviennent des flèches droite et gauche plutôt que haut et bas sur un K5, hein. Elles sont un peu plus généreuses au-dessus, mais franchement, beh, je valide, hein, je valide à 100 hein. Et puis là, franchement, il est très agréable à utiliser. Moi, j'adore le clavier de cette UVK1. Franchement, c'est une réussite, je trouve. Sur l'écran, alors, bah, l'écran, c'est toujours le même. Alors je peux pas vraiment vous montrer, parce que voilà et comme on peut rien régler avec le firmware d'usine, je peux juste, allumer, je peux pas jouer sur le rétroéclairage et puis l'écran, il reste au maximum allumé 5 secondes et il s'éteint. Firmware d'usine, voilà, c'est comme ça. L'écran, c'est le même, c'est un ST, 75-65, donc 128 pixels par 64, heu et donc en noir et blanc. Donc n'attendez pas de couleur, de ce côté-là, il y en aura pas. Voilà, ça exploserait les coûts, hein. Hem, Timéo. Courage, hein. Une copine de perdue, c'est 10 copains de retrouvés. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre encore? J'avais noté deux trois trucs. Antenne rigide, nanana, nanana, tac, 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 les batteries, le poids, tout ça, ça me va pas mal. Hem, alors, au niveau également, là, je suis très étonné, parce que ça aussi, ça pourrait être très intéressant. Je suis très étonné au niveau de, l'EPROM. Donc vous savez, sur le Quansheng K5, les gens ont souvent fait la confusion entre la taille de l'EPROM et la mémoire flash interne. C'est 2 choses différentes. La mémoire flash, elle est interne au microcontrôleur, c'est dedans que vous stockez votre firmware et l'EPROM, dites aussi EPROM de calibration, c'est là où vous stockez les canaux, les paramétrages du poste et cetera. Bon, sur un UVK5, modèle historique, vous aviez 8 kilooctets d'EPROM. Il y a eu quelques modèles à 64 kilos qui sont sortis, heu, qui n'ont globalement pas, été très, très répandus. Enfin, il n'y a pas eu de gros développement, fait dessus. Hem, Là, sur, l'UVK1 et l'UVK5 V3, il y a des changements. Les PROM qu'il y avait avant, non seulement étaient de petite capacité et pour, les quelques spécialistes qu'il pourrait y avoir sur le live, heu, cette EPROM utilisait ce qu'on appelle le protocole I2C. Donc en gros, c'est une connexion série, très basique. Vous avez 4 câbles, donc un câble de masse, un câble d'alimentation, enfin de tension positive, une ligne d'horloge et une ligne de data. Donc ça faisait du coup
des transferts de lecture-écriture assez lents, mais peu importe sur l'utilisation qu'on pouvait en avoir en standard sur le poste. Sur l'UVK1 et l'UVK5 V3, j'ai l'impression qu'ils sont passés sur une mémoire externe qui utilise cette fois le protocole SPI. Donc c'est un protocole parallèle qui est plus rapide. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle en soi. Mais surtout, en termes de capacité, de ce que j'ai cru comprendre en lisant les drafts, on parle d'une mémoire EEPROM externe qui fait 2 mégaoctets. Donc 8 kilos, 2 mégaoctets. C'est énorme. Alors, comme d'habitude, on peut se dire, bah ouais, mais ça va servir à quoi d'avoir une mémoire aussi importante? Bah là, pour le coup, je sais pas, je ne veux pas insulter l'avenir, hein, je ne sais pas ce qui va se passer, mais si, notamment, j'ai plus son pseudo en tête, mais vous savez, il y a un développeur chinois, je crois, qui avait développé un dispositif de multi-boot, où vous avez donc au démarrage, où il faut, alors c'est pas simple à faire, il faut modifier le bootloader, etc. Mais au démarrage, vous pouviez charger un firmware qui était stocké sur une EEPROM. Alors ça nécessitait aussi d'avoir une EEPROM qui était survitaminée. Donc 8 kilos, bien sûr, ça sert à rien. 64, ça sert à rien non plus. Il fallait avoir, je crois, au moins 256 kilos d'EEPROM, donc il fallait aller souder des composants, etc., etc. Là, si on a 128 kilos en mémoire flash interne et 2 mégas en EEPROM, techniquement, ça veut dire qu'on peut stocker un paquet de firmware alternatif sur l'EEPROM externe. Et du coup, avec un système de multi-boot au démarrage, se dire, tiens, je veux passer de, je sais pas, firmware bidule au firmware machin au démarrage. Là, on aura de la place de stockage. Alors, il faut que je vérifie vraiment cette taille parce que je trouve que c'est énorme. Ça me dépasse qu'ils aient mis un truc qui fasse 2 mégas. Mais a priori, c'est cette taille-là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors, par contre, c'est une mémoire ça va être intéressant, ça d'ailleurs à gérer, qui a une particularité, c'est qu'elle a probablement moins de cycles de lecture-écriture sur les mêmes cellules. Donc, il va falloir sans doute faire ce qu'on appelle du trim. Je ne sais pas si les gens connaissent ça, mais sur les disques SSD, c'est pareil, vous avez des cellules mémoire qui ont un certain nombre de cycles de lecture-écriture. Mais le système d'exploitation souvent gère le trim de façon à ne pas réécrire en permanence sur les mêmes cellules et faire un peu tourner ça un peu partout. Là, ça, bon, ensuite, on parle de nombre de cycles qui sont conséquents. Enfin, avant de cramer une EEPROM, il faut le faire, quoi. Il faudrait passer sa vie à flasher, à stocker des données, les lire, les écraser, et les recommencer. Bon, dans la vraie vie, on ne fait pas ça. Oui, pour le SPI, tout à fait, mais ce n'est pas le même débit. J'ai dit parallèle tout à l'heure? J'ai peut-être dit parallèle, ouais. Ce n'est pas le même débit, le SPI. Le SPI, par exemple, sur le K5, il est utilisé sur la gestion de l'écran. Voilà, on a plusieurs lignes en parallèle. C'est plus efficient que le l'E2C. Par exemple, si vous regardez des petits écrans d'ailleurs, ce serait bien d'ailleurs qu'un jour QuanChain change l'écran, mais les écrans, il y a beaucoup d'écrans qui sont en monochrome, qui sont gérés en E2C, parce que ça peut suffire en termes de taux de rafraîchissement. Mais dès qu'on commence à gérer un peu de taux de rafraîchissement, ce qui est le cas d'ailleurs sur le K5, ou de la couleur, on passe souvent en SPI. Donc voilà, mais c'est un changement, par exemple, ça, enfin, la gestion de la mémoire externe du K5, de l'EEPROM, là, le fait de passer de E2C à SPI, c'est par exemple quelque chose qui impacte le développement des firmware, parce qu'il faut réécrire les drivers. Vous aviez un driver E2C justement qui est embarqué dans les firmware.
pour interagir avec les différents périphériques et composants qui fonctionnent en I2C dans le poste, notamment l'accès à l'EEPROM. Bah là, avec un UVK5 V3 ou un UVK1, il faudra utiliser plutôt le protocole SPI. Donc, ça change pas mal de choses au niveau du code. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc, vous l'avez vu également, je pense, pour ceux qui suivent le groupe UVK5 France. Très rapidement, je pense en moins d'1 heure, j'ai démonté donc l'UVK5 V3 et j'ai réussi à dialoguer via ce qu'on appelle le port SWD. Et donc j'ai réussi à dumper les 128 kg de mémoire interne, donc de façon à récupérer donc le code du firmware, du bootloader, puis le code du firmware. Donc ça m'a permis de faire un premier backup. Donc comme je le disais aussi, maintenant, ça nécessite de passer par une étape de désassemblage. Alors, je ne l'ai pas précisé dans le groupe Facebook, mais ce n'est pas de désassemblage du poste, il était déjà désassemblé. C'est de désassemblage du code binaire du firmware d'usine pour vérifier des choses, notamment au niveau du bootloader. Donc, pour celles et ceux qui connaissent ça, le langage assembleur, c'est un langage très bas niveau. Donc ça prend toujours un peu de temps, mais ça permet de donner des indications. Mais comme je l'expliquais, j'ai fait ça en moins d'1 heure. J'ai passé plusieurs nuits sur le TK11 sans jamais y arriver. Bon, donc tout ça pour dire que mon sentiment, c'est que l'UVK5 V3 et j'ai pas encore démonté l'UVK1 complètement, et je pense qu'il en sera de même, sont entre guillemets ouverts. Ils sont pas du tout verrouillés comme a pu l'être et comme peut l'être encore le TK11. Bon. Alors, je vous le dis comme ça, mais j'échange, vous le savez, beaucoup avec Quan Cheng. Quan Cheng m'a, je ne veux pas dire qu'ils m'ont même encouragé à lâcher l'affaire sur le TK11, mais pas loin. Parce que ils savent que c'est un enfer total pour comprendre comment le MV silicone du TK11 fonctionne. Ils m'ont plutôt découragé d'ailleurs à fouiller sur l'UVK5 V2 à base de PY32 F030. Leur cible, c'est le PY32 F071. Et à plusieurs reprises, ils m'ont envoyé des messages quand je leur posais certaines questions en me disant « on ne perd pas de temps là-dessus ». On ne perd pas de temps. Sur le TK11, ils se sont rendus compte que le choix du MV silicone était une erreur. Sur le PY32 F071, il y a beaucoup plus de littérature, beaucoup plus de documentation. C'est beaucoup plus riche. Et le fait que, par exemple, le port SWD fonctionne tout de suite, enfin, le dump, il s'est fait sans problème, c'est plutôt très, très bon signe. Voilà. Et j'ai vraiment l'intuition qu'ils attendent, ils ont une attente forte que la communauté se mobilise pour produire des firmwares alternatifs. Je pense qu'ils sont prêts à nous aider sur des choses. Alors, je ne vous raconte pas tout, mais bon, moi, j'ai un certain nombre de signes, de signaux positifs de leur part. Ils m'ont envoyé certains documents qu'un constructeur ne donne pas, même si on envoie un mail. Je ne vais pas dire que c'est le manuel de service, mais ils m'ont donné quelques informations qui montrent qu'ils ont un intérêt pour ce que font les développeurs de la communauté. Et je pense que si jamais j'ai des soucis sur certains points, ils répondront aux questions sans problème. Donc, je suis assez confiant. Vous l'avez vu peut-être également, vous avez donc un développeur chinois qui a commencé justement à travailler sur le PY32 F030. Il y avait eu un lien posté sur le groupe UVK5 France. D'ailleurs, Alain m'avait envoyé un message pour me dire
si ça avait un intérêt de valider la news. Donc je lui ai dit: «Oui, oui», sachant que c'est ce développeur chinois, je suis en contact avec lui. Et donc c'est quelqu'un qui a donc en fait, il connaît rien à la radio, comme beaucoup d'utilisateurs de l'UVK5, mais il apprend vite il a entendu parler de l'UVK5 cet été. Il en a acheté un et il est tombé sur un UVK5 V2. Donc il a voulu flasher parce que tout le monde lui avait dit: «L'UVK5 c'est génial, ça se flash, tu pourras faire plein de bidouilles». C'est ce qu'il a fait et il a briqué. Il s'est rendu compte qu'il y avait rien qui marchait. Bon, avant de se rendre compte qu'il avait une V2 avec le PY32 F030 et donc il s'est dit: «Bah tiens, super sujet, bah je vais, reprendre le firmware de Dual Tachyon dont je vous ai souvent parlé, qui est le premier firmware open source qui est sorti sur l'UVK5 et je vais le porter sur le PY32 F030». Et il a fait ce travail, en un temps, heu, relativement rapide, même si tout n'est pas parfait dessus. Voilà. Donc ça vous montre, si vous voulez, que, sur le PY32, ça peut aller beaucoup plus vite que sur le MV Silicon du TK11. Encore une fois, le TK11, je pense qu'il n'y aura pas de développement dessus. Voilà, donc je suis en contact avec ce développeur chinois, je discute beaucoup avec lui, j'ai essayé de lui expliquer un certain nombre de choses, notamment que bah, le PY32 F030, c'est pas l'avenir, c'est le 071 qu'il faut regarder. Je l'ai mis en contact également avec Wencheng. Et puis je l'encourage d'ailleurs aussi à passer sa licence, parce que là, il vient de tomber dans le lapin, comme dans Alice au pays des merveilles, hein, dans le trou du lapin, hein. Il a découvert plein de trucs. C'est quelqu'un qui est avant tout qui est un bricoleur, un bidouilleur, qui fait de l'informatique. Mais là, il découvre complètement le monde de la radio. Ça a l'air de pas mal le passionner, comme un certain nombre de personnes qui ont découvert la radio par l'UVK5. Donc je lui ai dit: «Mais passe au moins ta licence, classe A», heu, qui est donc, l'équivalent d'une licence, de ce qu'on avait avant, qu'on appelait la licence F0 pour, celles et ceux qui l'ont connue. Donc c'est une licence UHF, VHF de base. On n'a pas le droit à la HF avec, mais c'est un premier pied à l'étrier dans le monde de la radio. Voilà, donc j'échange beaucoup avec lui et hem et heu et on s'échange des informations et il est fort probable que, ce soit quelqu'un qui soit assez actif sur les développements futurs en fonction de son temps et de sa compréhension de l'électronique qu'il y a d'embarquer dans cette version 3, et cetera, et cetera. Je ne vous dis pas que c'est gagné, et que demain vous aurez des firmware, extraordinaires. Encore une fois, ça ne peut dépendre que de la dynamique d'une communauté de développeurs. Voilà, si ces postes n'intéressent personne, voilà, ça donnera rien. Mais j'ai quand même l'intuition que ça en motive encore certains et moi je reste toujours, bien évidemment, motivé pour, avancer là-dessus. Voilà ce que je pouvais vous dire à propos donc de cet UVK1, vraiment, très réussi et donc de cet UVK5, V3. Alors ça va être un sacré bordel, je pense, cette histoire autour de l'UVK5 V3 parce que, en fait, quand on achète aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on a, en fait. Est-ce qu'on va avoir un UVK5, V1? Est-ce qu'on va avoir une V2 ou est-ce qu'on va avoir une V3? Heu, donc voilà. Alors je regarde un petit peu vos questions là, sur le groupe parce que j'ai pas trop regardé, j'ai beaucoup parlé depuis tout à l'heure. Hem, alors Fabrice: «Arrête de nous faire dépenser des sous». Bah oui, ouais, je sais bien, je suis désolé. Bah, pour l'instant, vous pouvez rien acheter, hein, parce que l'UV, K1 et l'UV K5 V3, pour moi, ils sont pas encore à dispo sur les plateformes. Bon, je pense que l'UV K5 V3, il coûtera pas, grand chose.
L'UVK1, il sera peut-être un tout petit peu plus cher parce que, comme d'habitude, il y a la nouveauté. Attention, ne vous faites pas avoir. C'est toujours la même histoire, hein, je vous mets toujours en garde contre ça. Les premiers batchs vont atterrir chez les différents revendeurs, mais ils en auront relativement peu. Et comme il y en a relativement peu sur le marché, l'offre et la demande font qu'on va vous vendre probablement des UVK1 à des prix complètement pharaoniques. Donc laissez retomber le marché un petit peu. Ne vous précipitez pas. Tombez pas dans ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Opportunity, hein. À patienter un petit peu, vous allez voir, une fois que les volumes vont se stabiliser, les prix vont baisser. Donc voilà, mais pour l'instant, vous ne pouvez rien acheter. Qu'est-ce que je vois encore? Tac, tac, tac. Ouais, c'est vrai, Jean-Bernard, effectivement, ça ressemble un petit peu à l'esthétique du TK11, mais en vraiment mieux. Enfin, tu le verras hein, quand tu l'auras et que tu le testeras. Au niveau du clavier et tout, je trouve que c'est plutôt propre. Donc, c'est pas mal. Donc, ça, j'avais vu tout à l'heure. Donc, impossible de changer la petite LED lumière. Alors, je sais pas, c'est Eric qui me posait ça. Alors, je sais pas quelle petite LED lumière tu parlais. Est-ce que c'est celle qui est là? Est-ce que c'est... je sais pas, tu me diras de quelle LED lumière tu parlais, Eric, si tu es toujours là. Qu'est-ce qu'il y avait donc d'autre? Donc ça, j'avais vu. Alors, pour tout ce qui est DSP et tête à chef, non. Pour moi, c'est globalement pareil. Alors, comment vous présenter ça sans comment dirais-je, trahir une information que je ne suis pas censé vous donner? Sur l'UVK1, sur l'électronique de l'UVK1, j'ai repéré quelque chose qui n'est pas en rapport avec la partie DSP et tête à chef, hein, mais qui est quand même en rapport avec une fonctionnalité radio. Et ce quelque chose n'est pas présent sur l'UVK5 historiquement. Mais sur l'UVK1, j'ai l'impression qu'il est là. Est-ce qu'il est activé? J'en ai pas l'impression au niveau du firmware, en tout cas de pré-série que j'ai. Mais il y a, voilà, il y a un nouveau circuit à l'intérieur. Il faudra que je pose la question à Quansheng avant de vous en parler. Mais il y a quelque chose de nouveau qui m'a frappé au niveau de l'électronique de l'UVK1. Mais je vous en dirai plus probablement plus tard. Alors le Tetris, Timéo, écoute, il y a quelqu'un qui en a développé un sur mon firmware. Mais ça prend de la place, d'une part, et c'est tout petit. Je trouve que c'est pas vraiment jouable, mais peut-être que je l'ajouterai dans une prochaine version. Nico, on peut toujours la F0? Eh bien non, Nico, on ne peut plus. Et c'est bien dommage. Voilà, parce qu'avant, tu avais une certaine progressivité dans les licences radio amateurs. La licence F0 te permettait effectivement de te mettre le pied à l'étrier dans le monde de la radio, avec une épreuve simplifiée, entre guillemets. Globalement, tu ne passais que la réglementation, alors qu'aujourd'hui, tu passes une épreuve de réglementation et une épreuve de technique. Tu as eu une réforme en 2012, je crois, et donc suppression de la licence F0. Il n'y a plus qu'une seule et unique licence.
qui est donc la F4, qu'on appelle. Alors d'abord, ce n'est pas une licence, hein, c'est un certificat, pour utiliser le vrai terme. Donc tu n'as plus que ce qu'on appelle le certificat d'opérateur radio de classe AREC. Donc voilà. Maintenant, franchement, le passage du certificat d'opérateur radio aujourd'hui, bon, il faut être un peu assidu, bien sûr, et préparer un peu tout ça sérieusement, mais il n'y a plus de points négatifs à l'examen. L'examen est gratuit. Il y a une tétrachée de formations en ligne, donc sur YouTube ou voilà, ou PDF, etc. C'est pas très compliqué. Tout le monde y arrive. Et dans tous les corps de métier, hein, moi je connais des personnes qui ne sont pas du tout techniques, des gens qui sont dans des métiers manuels ou ce genre de choses et qui ont obtenu leur certificat. Stéphane, il y aura une différence sur la sensibilité? Je ne pense pas. Je ne pense pas, mais c'est très bien que tu poses la question parce que oui, ça aussi, je ne l'ai pas dit. C'est visible d'ailleurs plus ou moins sur les photos que j'ai postées sur le groupe UVK5 France. Pour moi, ils ont changé également le chipset radio pour passer d'un BK4819 à un BK4829. Donc, il y a une petite différence de ce côté-là. Alors, ce n'est pas une différence énorme, hein, c'est des composants qui sont très proches l'un et l'autre. Ça joue plus sur des histoires de comment ça s'appelle, de plage de fréquences et compagnie. Mais c'est vraiment très, très proche comme composant. Mais c'est un 48-29 dans l'UVK1 et l'UVK5V3. Mais je pense que du coup, la sensibilité est pareille. Toc, toc, qu'est-ce que je vois d'autre? Continuer les versions de votre firmware actuelle. Donc, est-ce que vous pensez continuer les versions de votre firmware actuelle 4.3 et suivant, ou est-ce que vous allez vous concentrer sur un éventuel firmware custom pour V3 du K5? Alors, il y a une version 4.3 de mon firmware qui est en phase de gestation. Je n'ai pas fini de travailler dessus, mais je pense qu'il y aura une version 4.3. Maintenant, de toute façon, on arrive un peu au bout de l'histoire, de par le manque de place mémoire. Donc, j'ai envie de te dire, si ça se trouve, le prochain challenge, peut-être que je sortirai une version 4.3 si je la finalise et si je vois suffisamment d'apports qui justifient de sortir cette 4.3. Puis ensuite, je pense que le gros du travail, effectivement, ça sera de continuer sur le PY32 F071. Mais voilà, ça va prendre du temps, hein. Voilà. Là, sur la version 4.3 en préparation, il n'y a pas grand-chose en fait que je pourrais vous montrer. C'est-à-dire qu'il y a eu des optimisations qui ont été faites au niveau du code, au niveau de la procédure de compilation. Ça m'a permis de gagner quelques petits octets à gauche ou à droite. C'est des choses qui sont techniquement intéressantes à faire, mais qui, vous, en tant qu'utilisateur final, ne vous apportent rien. Enfin, à la limite, vous, ce que vous voulez, c'est le binaire, vous flashez. Si je vous dis youpi, tralala, j'ai passé 10 heures et j'ai gagné 10 octets, vous vous en foutez. Moi, je suis content, mais vous vous en foutez. Ça ne change pas le fonctionnel. Donc, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose dessus. Il y a quelques évolutions qui ont été apportées tout de même sur l'analyseur de spectre, par exemple. Mais ça, c'est l'histoire sans fin. Alors, je ne vous le cache pas, là, d'ailleurs, sur l'analyseur de spectre, ça commence à me prendre la tête. Pourquoi? Parce que, il n'y a pas que sur ça, d'ailleurs, hein, mais je vois beaucoup d'utilisateurs qui utilisent un firmware, par exemple, je sais pas, Exhumer. Alors, c'est pas un bon exemple, Exhumer, parce que Exhumer, il est très, très proche de ce que moi j'ai fait. Globalement, tout ce qu'il y a dans Exhumer, mis à part les trucs que j'ai désactivés, genre le scrambler et compagnie, moi, j'ai apporté plus. Mais
On va prendre un autre exemple. Imaginons que euh, des utilisateurs testent un firmware en 3 lettres close source, donc à source fermée, fait par un Italien. Je ne vais pas lui faire de la pub parce qu'il fait du close source et j'aime pas ça. Donc les gens jouent avec, puis ensuite ils se disent tiens, je vais tester F4HWN. Et là, ils s'offusquent en se disant mais attends, mais pourquoi il n'y a pas ça en me parlant d'une fonctionnalité? Alors je leur dis ben non, mais il n'y a pas ça parce qu'il n'y a jamais eu en fait. Et il y a des gars qui s'énervent un peu, ils me disent si, si, il y a la preuve, je l'ai sur IJV. Donc pourquoi toi, il n'y a pas ça? Et en fait, je suis obligé de leur expliquer que les fonctionnalités, elles sont pas là. C'est pas moi qui me contente de les allumer, ou de les éteindre. Il faut les développer. Bon, heu et chaque développeur de firmware a sa propre, vision de la partie ergonomique, fonctionnelle et cetera et cetera. Et puis surtout, chaque firmware fait ses propres arbitrages. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tous la même contrainte de l'espace mémoire. Bon, donc il faut faire des choix. Justement, il y a des firmwares sur lesquels vous n'avez pas le band scope. Bon, bah, ça simplifie les choses, hein. Tout de suite, vous enlevez le band scope, vous gagnez 3, 4 kilos et demi de mémoire. Bon. Donc en fait, les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Ils voudraient avoir absolument toutes les fonctionnalités, avoir une unification de toutes les fonctionnalités présentes dans tous les firmwares développés partout au travers de la planète. C'est impossible. Voilà. Et, et sur le Bandscope, c'est pareil. Il y a plein de gens qui. Le Bandscope, il est parti du travail de FAGCI, dont je vous ai déjà parlé. Mais ensuite, il y a eu des implémentations du Bandscope différentes en fonction des firmwares. Et ce n'est pas parce que vous allez utiliser le firmware X ou le firmware Y que le Bandscope va se comporter de la même façon. Et en fait, je me suis aperçu que sur le firmware F4HWN que je développe, euh, il y a un mécontentement permanent, une insatisfaction permanente quant à l'utilisation du Bandscope. C'est-à-dire que c'est jamais assez pour les utilisateurs. Mais le pire, c'est quand on rajoute du coup quelque chose, souvent ça ne convient pas à ceux qui considéraient qu'auparavant ça marchait pas si mal. Bon. Donc dès qu'on change quelque chose sur le Bandscope, ça va pas. Voilà. Donc ça commence aussi à m'énerver un petit peu. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, donc peut-être qu'il y aura une version 4.3, c'est fort probable, je pense. Même si j'ai pas grand-chose à présenter, ça sera une version quand même qui apportera un plus. Puis ensuite, il y aura sans doute beaucoup de travail sur le PY32F071. Alors le mesh, ouais, faire du mesh statique avec un poste comme ça, non, mais c'est overkill, hein. Euh, mais bon. Alors, la petite LED de l'écran qu'il y a sur les UVK5, je vais changer en bleu, en vert, hein, mais là, sur l'UVK1, pas possible de le changer du coup. Ben, si, moi je pense que sur l'UVK1, tu pourras changer la petite LED. Là, je l'ai pas démonté l'écran là sur l'UVK1, mais pour moi, tu as toujours le même système de rétroéclairage, tu auras toujours une petite LED dans le coin, hein. Oh non, je pense que tu pourras te faire plaisir avec les petites LED CMS là. J'en déduis que tu as de très très bons yeux ou une très grande loupe, Eric. Euh, alors, Stéphane, meilleur rapport signal-bruit. Bah, tu sais, Stéphane, c'est toujours la même chose, hein. Tu as un poste à 20 balles, hein. Voilà. Donc, là, vu tes questions, filtre moyenne fréquence, signal sur bruit, sensibilité, si tu es très attaché à toutes ces caractéristiques qui sont importantes, hein, sur un circuit radio, ben, je pense qu'il faut juste que soit tu économises et tu achètes un autre poste, soit tu en rachètes un de marque un peu plus connu d'occasion. Et puis tu seras certainement
bien plus content que d'utiliser un BK 48-29 ou 19 et un Baofeng ou un UVK5 à 20 balles. Parce que t'en as pour ton argent, quoi, c'est tout. Tac, tac, tac. Je comprends pleinement ta satisfaction pour l'isoctète. Bah ouais, ça tient à ça. Non, mais on a fait des tests avec il y a un contributeur là qui avait poussé des choses assez intéressantes. On a multiplié les tests ensemble et c'est vrai que c'est assez étonnant parce que en jouant sur certains paramétrages de compilation, on arrive à avoir des écarts. C'est des concepts assez compliqués. J'en ai parlé déjà une ou deux fois dans mes vidéos, mais c'est des histoires d'alignement quand on compile, etc., etc. Mais c'est vrai que ça permet parfois de gagner quelques octets comme ça, c'est assez amusant. Alors Timéo, non, non, sur la F0, tu peux pas. Mais Timéo, tu peux passer une F4. Il n'y a pas de souci. Tu as, je ne sais plus comment il s'appelle, Ethan, je crois, j'ai plus son indicatif, mais Ethan, c'est un radioamateur qui doit avoir quoi, 12 ans. Ouais. Je l'ai entendu une ou deux fois sur l'air. Il avait passé sa licence il y a quoi? Il y a 1 an et demi ou 2 ans? Bah, il y a 2 ans, je pense. Ça devait être au Salon Radio Amateur du Mans en 2023, je crois. Bon, à vérifier, mais enfin, bon, des radios amateurs qui ont 10-12 ans, en France, il y en a. Hein. Donc, des garçons et des filles, d'ailleurs. Donc, la relève est assurée. Eric, oui, je me débrouille, Hachi. Bah voilà, tu vois, c'est bien. Non, mais c'est bien de savoir manipuler comme ça des petits composants CMS. Puis c'est chouette, ça rend bien. Hein, franchement, le changement de la petite LED sur le côté et même de celle du rétroéclairage de l'écran, ça permet de customiser des choses, c'est sympa. Et puis, bon, les bandeaux de LED de CMS, comme ça, on les achète par palette, ça coûte rien. Donc, par contre, tu me diras, Eric, tu les soudes ensuite au fer à souder ou au fer soufflant? Tu me diras si tu le fais en soufflant de l'air chaud ou si tu le fais avec une panne. C'est intéressant. Stéphane, j'ai du Yeezu pour le trafic. Ben voilà. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que tu utilises. Si c'est un Pocket, tu me diras. Si c'est un FT5, ou un FT3, ou un FT70, un FT65, je ne sais pas, ou un poste, si c'est un poste mobile, ou un poste de table. Ouais, ben forcément. Hein. Sur FT897, d'accord. Bah voilà, mais tu vois, là en plus, tu es sur un poste, bon, bah, on sait, ça marche bien. Alors, Timéo, la date de vente de l'UVK1, je pense que ça va pas tarder. Je dirais peut-être 2-3 semaines, à peu près. Je dirais mi-novembre ou deuxième quinzaine de novembre, à mon avis, peut-être même avant. Là, Quancheng était en déplacement à ce qu'on appelle le Hong Kong Fair. Donc c'est un gros salon tech. Donc pendant une semaine, ils étaient partis là-bas. Donc pour présenter leurs produits, bien évidemment. Et je pense qu'ils sont revenus d'ailleurs sur Shenzhen hier, je pense. Et donc je pense qu'ils vont finaliser la sortie du VK1. Donc ça, par contre, j'ignore le prix. 10-12 ans, bravo. Bah ouais. Bah, il y en a toujours. Hein. Alors, je ne te cache pas que les jeunes radioamateurs comme ça, souvent, quand ils passent leur certificat, il faut que j'arrête de dire licence parce que ça n'a aucun sens. Quand ils passent leur certificat, souvent, si tu veux, c'est pas eux qui ont l'idée. Hein, c'est plus, ils passent le certificat en même temps que leur père ou leur mère, ou les trois en même temps. Donc, ça devient une affaire très familiale. Donc, Timéo, si ton papa n'a pas la licence, motive-le à passer son certificat d'opérateur radio et puis suivez les cours ensemble. Ça peut être pas mal.
Voilà, mais ça se fait, franchement, ça se fait. Puis ensuite, c'est à vie, hein, c'est ça qui est bien, vous allez avoir un call sign, enfin un indicatif qui est unique, au monde, que vous allez garder, toute votre vie, sauf si, vous contactez la NFR pour dire: «J'arrête d'être radio amateur», mais globalement, c'est pas ce qui se passe. Et voilà, puis c'est une découverte, vous allez apprendre plein de choses et rencontrer plein de gens. Bah voilà, Timéo, ouais, il faut que tu te sortes tes doigts. Alors Eric, au fer à souder tranquillement. Bravo. Bravo Eric. Ouais, j'imagine la panne, doit être plutôt très, très fine. Ouais, sur des composants comme ça, voilà. Et le fer soufflant, ça marche bien, hein, franchement, hein, moi j'ai commencé un peu à l'utiliser là, ces derniers mois. Et il y a des trucs assez sympas à faire. Ça permet de, enfin, je pense qu'on peut être assez vite plus propre dans, enfin, je suis pas un expert de la soudure non plus, mais bon. Hem, J'aurais dû le faire à l'armée. Ben oui. Alors, c'est sûr, hein, surtout qu'à une époque, tu pouvais, ensuite avoir une passerelle, effectivement, si tu faisais notamment de la télégraphie, pendant ton passage, même sous les drapeaux, tu pouvais avoir, je crois, une équivalence. Bon, voilà, hein, c'est comme ça. Moi, tu vois, pourtant j'étais à la direction centrale des télécommunications et de l'informatique et de l'électronique, donc à la DCTEI, au Kremlin-Bicêtre. J'étais pas du tout dans le monde de la radio et j'ai pas passé mon certificat à ce moment-là. Je l'ai fait beaucoup plus tard. Donc on en est tous là. Ah bah Timéo, il faut que tu le fasses. Tu vois, si ton papa te le propose, faut le faire. Alain, ok, on intégrera le K1. Ben ouais, je pense que c'est une bonne idée. Parce que pour moi, c'est la continuité de l'UVK5. Donc, bah, comme je disais, hein, dans un des commentaires, autant que vous n'ayez pas suivi le TK11, je pense que vous avez bien fait. Mais bon, je ne suis pas là pour influencer vos choix. Mais sur l'UVK1, je pense que ça peut être une bonne idée. Maintenant, Alain, ce que tu peux faire avec Jean-Bernard, c'est attendre, de voir si jamais il y a, un engouement autour du K1, des développements, des firmware alternatifs qui voient le jour, et cetera, et cetera. Il n'y a rien qui presse, hein. Alors métier électro, radio, TV, bah ouais, bah alors là, tu as pas de raison de ne pas passer ton certificat. Il faut. OK. Est-ce que vous avez, d'autres questions? Vous hésitez pas, hein. Alors vous savez, j'ai remarqué aussi un truc, c'est que c'est assez amusant. Sur le firmware d'usine, alors c'est dommage, je ne peux pas vous le montrer à cause du rétroéclairage qui est trop fort. Mais sur le firmware d'usine, du K1, ils ont repris, la même présentation que sur, le TK11. Donc, pour celles et ceux qui ont le TK11, vous savez, il y a une présentation des menus que je trouve pas top, qui est en fait horizontale, hein. On utilise les flèches, droite-gauche, et cetera, et cetera. Et puis on passe d'une section de menu à l'autre. Et sur l'UVK5 V3, ils ont gardé, le menu, classique, avec, vertical, avec le truc sur le côté. Alors il y a une logique qui est liée au positionnement des boutons. C'est-à-dire que là, on a des boutons haut, bas, alors que, sur, le K1, on a les boutons, droite-gauche. Par contre, les boutons droite-gauche, ça sera très bien pour le casse-brique. Je dis ça comme ça. Tac, tac, tac. Alors, est-ce que tu aurais des ressources à conseiller pour apprendre le C pour l'embarquer?
Ah oui, si tu viens de Python, c'est sûr que c'est un peu différent. Même si, ce qui est important, c'est de maîtriser déjà un premier langage, mais c'est sûr que, bon, Python, tu es sur un langage de scripting. Tu pas sur du typage aussi fort et c'est pas aussi bas niveau que le C. Heu, ouais, alors des ressources comme ça, bah, si j'étais toi, je regarderais peut-être tu dois connaître le site Open Classroom. Tu as possiblement, je pense, très certainement des tutoriels sur l'apprentissage du langage C. Le fait que ça soit embarqué ou pas embarqué, tu t'en fiches un peu en fait, hein. Heu, voilà, parce que sinon, si tu parles d'embarquer, tu vas aussi avoir besoin aussi de connaître un peu la partie électronique numérique et cetera. Donc, le principal, c'est de connaître le langage C, au sens large. Ensuite le reste viendra. Donc regarde peut-être du côté d'Open Classroom. Il y a peut-être des choses. Sinon, il y a des bouquins. Enfin bon, moi, j'ai appris ça il y a tellement longtemps. Moi, il n'y avait pas internet. Enfin, il n'y avait pas internet. Non, il n'y avait pas internet. C'était quoi? C'était dans les années, 80, 86, 87. Ça fait presque 40 ans, en fait, hein. Donc à l'époque, bah, tu prenais un bouquin, que je te recommanderais pas parce que d'abord on le trouve plus, je pense et puis je pense que maintenant il y a beaucoup mieux avec des formations en ligne. Donc regarde sur peut-être Open Classroom. Tu dois pouvoir trouver ça. Je suis quasiment sûr aussi que tu vas pouvoir trouver des tutoriels et des supports de cours de profs d'écoles, d'ingénieurs, de profs d'université et cetera. Il y avait le Minitel, Alain, ouais. Oui, oh, beh, tu sais, il y avait tu avais déjà entre guillemets «l'antichambre» d'internet quand même, hein. Moi, tu vois, en 86, j'utilisais, un truc qui s'appelait, Calvanet. Tu avais déjà la possibilité d'échanger des fichiers, des machins, des trucs, voilà. Mais, c'était pas l'internet que l'on connaît aujourd'hui, bien sûr. Mais c'est vrai que le Minitel, c'était intéressant, surtout que le modem à l'arrière était réversible, donc on pouvait faire à la fois de l'émission et de la réception. Hem, OK, donc tu as fait un peu d'Arduino. Bah, écoute, c'est bien, hein, déjà si tu as fait de l'Arduino, c'est super sympa le développement Arduino, mais tu vois justement l'Arduino et c'est la force, hein, d'Arduino, c'est que Arduino, tu as, en fait, te pose par-dessus, est accessible directement depuis l'IDE et l'environnement, de développement d'Arduino, une surcouche en C++, qui te permet de te simplifier plein de choses. C'est-à-dire que tu vas, faire des, analog read, analog write pour, lire des données en analogique ou les écrire sur tel ou tel port et compagnie. Tu as du digital aussi, machin, du truc. Tu fais des petites boucles sympas dans un coin. C'est toujours un peu la même, structure dans les comment ils appellent ça sur Arduino? Les sketchs. C'est toujours un peu la même structure. C'est très simplifié et c'est ça qui fait la force de l'Arduino. Maintenant, tu vois l'Arduino, c'est un domaine qui est passionnant, hem, mais qui te permet juste de faire du prototypage, en fait. C'est ça sa limite, c'est-à-dire que si tu veux passer sur un produit fini ensuite, bah, souvent il faut que tu passes sur du PCB et que tu fasses du coup de l'embarqué. Mais tu perds pas ton temps à faire de l'Arduino, c'est génial. Un bonsoir depuis le 972. 972, c'est, Martinique? Heu, Tu me diras ça. Ça doit être ça. Ah bah, voilà, la Martinique, ouais. OK. La Martinique, j'espère que, je crois que c'est la Guadeloupe, hein, qui a pris cher là, avec une grosse dépression qui est passée. Je sais pas, je pense la Martinique a dû être touchée aussi, je pense pas mal de vent et de pluie. Tu nous diras ça éventuellement? Hem
HP 48, ben, ouais, je sais pas de quelle génération tu es, de quelle année tu es, mais oui, la HP 48, écoute, c'était une calculatrice, assez fantastique qui était pas donnée. Il y avait eu la HP 28S aussi, avant, qui avait été un sacré succès et la 48, avait été, donc la version, suivante et il y avait plein de trucs dessus et plein de jeux à faire, c'était sympa. Bah, c'était l'époque où moi j'étais en prépa maths sup maths spé, hein, donc HP 28S, 48, c'était toute fin des années 80, début des années 90. Oh, la HP 48, pour moi, c'était plus tard que c'était 80-90. Ou alors je confonds de calculatrice, hein. Mais bon. Ouais, il faudrait vérifier. Bah écoute, merci Alain, avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis merci pour l'animation de ton groupe Facebook, hein. Et bonne nuit à toi. Voilà, si vous avez encore quelques questions, vous n'hésitez pas, on les aborde. Et puis sinon, bah, on se retrouvera à l'occasion d'une prochaine vidéo. Ouais, c'est ça, tu vois, 90-2003, HP 48, ouais. Ouais, moi je m'en souvenais. La 28S, elle était sortie, c'était la calculatrice 28S, elle se dépliait comme ça. Il y avait un tout petit écran. Et elle a fait son apparition en 88. Et la 48, c'est 2 ans plus tard. Ouais, 48 SX. FCO, j'ai pas connu. Mais 48 SX, oui. C'est plus la partie nord de l'île qui a été touchée. Après, c'est effectivement la Guadeloupe qui a pris cher. OK. Ouais. Bah, c'est ce que j'ai cru voir, hein. Je regardais les cartes météo et j'ai beaucoup pensé à l'ami Alain, FG5GP, qui a dû scotcher les vitres et éponger les paquets de flotte qui se sont pris, c'est fou. Mais bon, enfin, il faut avoir connu ça pour comprendre. Moi, j'en ai eu pas mal quand j'étais en Nouvelle-Calédonie. Donc, je vois ce que ça représente. La 48 GX, ouais, bah, il y a dû y avoir tout un tas de déclinaisons, je pense. Maintenant, c'est les TI, les Texas Instruments Nspire, je crois, les CX Nspire, qui sont le fin du fin. Ouais, 780 balles, ça me paraît pas cher comme ça, tu vois. Ouais, pour moi, c'était beaucoup plus cher que ça. Parce que 780 balles, pour te donner une idée, moi, qui n'avais pas beaucoup de thunes, j'avais dû racler les fonds de tiroir et quémander auprès de mes parents pour acheter une Casio FX 8000G et je suis sûr qu'elle, je l'ai achetée 800 francs. Donc la HP 48, elle était plus chère que ça. J'en suis quasiment certain. Il faudrait regarder, soit il y a la conversion qui n'est pas la bonne, soit il faudrait regarder par rapport aussi à l'évolution de l'indice des prix. Mais pour moi, c'était beaucoup plus cher, 48. Mais c'est plein de souvenirs, ouais, c'est sûr. Ok.
Bon et ben, s'il y a pas d'autres questions, ben, on va arrêter là. Je suis désolé pour le démarrage de ce live. Heu, je ne sais pas trop ce qui s'est passé au niveau de YouTube, mais le principal, c'est qu'on se soit adapté. On s'est retrouvé très, très vite ici et c'est vrai que ça a fait démarrer un peu ce live avec un peu de retard. Bon, il y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur, hein. OK. Eh ben, merci beaucoup. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je remettrai au propre le titre du live et quelques informations dans la description. Et puis, comme d'habitude, sous la description, vous trouverez les commentaires pour les questions, les remarques ou les insultes. N'hésitez pas. Quoique, est-ce que je vais laisser des commentaires? C'est pas sûr. Je vous explique pourquoi. Parce qu'à chaque fois que je fais un live, il y a des gens, ils voient live et ils m'envoient des messages dans les commentaires en pensant que je suis en train enfin, qu'ils sont en direct, quoi. Alors que le live, il a 3 mois. Donc je ne sais pas si je vais laisser les commentaires. Bon, on verra. En tout cas, merci pour votre présence, c'était sympathique comme d'habitude. Et puis, passez une bonne nuit. Je pense que la plupart vont passer en polarisation horizontale. Merci encore pour votre présence. Heu Fabrice, les infos sur le caméléon, bah, écoute, avec grand plaisir, j'adore ce petit périphérique. Ouais, donc je pense qu'il y en a pas mal qui vont passer en polarisation, parallèle au plafond et au plancher, donc en 144 comme on dit. Donc très bonne nuit, et on se retrouve, dans une prochaine vidéo quand j'aurai des choses, à vous dire et à très, très bientôt. Allez, très bonne nuit, ciao, merci à tous. Bye bye.